Bonjour à tous, bienvenue devant le bâtiment des Forges, ici à Saint-Étienne, le centre des savoirs pour l'innovation de l'Université Jean Monnet. Un lieu où se croisent ici des étudiants, des enseignants-chercheurs et de nombreux entrepreneurs. L'entrepreneuriat, c'est la thématique de cette conférence aujourd'hui, cette web conférence dans le cadre du cycle Custom ta carrière proposé par le Crédit Agricole Loire-Haute-Loire. Phénomène grandissant, la part des moins de 30 ans dans le monde de la création d'entreprises ne cesse d'augmenter. Alors pourquoi faire, comment faire pour entreprendre? L'entrepreneuriat, pourquoi pas moi? C'est la thématique de cette web conférence aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir et je vous présente tout de suite les experts qui vont s'adresser à vous. Bien voilà, nous sommes confortablement installés ici au cœur de la BU de ce Learning Center et je vous présente nos intervenants aujourd'hui, nos spécialistes qui sont là pour vous, à commencer par Pierre Lemaître. Bonjour Pierre, vous êtes chargé des partenariats à je suis entrepreneur.fr. Expliquez-nous ce que c'est que cette plateforme. Oui, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc moi je suis Pierre Lemaître, je représente je suis entrepreneur.fr qui est une plateforme d'aide à la création d'entreprises et qui accompagne tous les ans plus de 50 000 porteurs de projets. On les accompagne à travers du contenu, beaucoup d'articles, des études de marché en libre accès, et aussi et surtout un outil d'aide à la création de business plan, qui est un outil assez intuitif et simple d'accès pour permettre à tous les porteurs de projets de structurer leur idée et de se lancer plus sereinement dans leur nouvelle vie d'entrepreneur. Parfait, merci beaucoup. Bienvenue ici sur ce webinaire. Entreprendre, ça s'apprend. Et Stéphane Folliard, c'est votre spécialité. Vous êtes maître de conférences, enseignant-chercheur à l'Université Jean Monnet. Vous êtes par ailleurs vice-président de l'Université Jean Monnet en charge de l'entrepreneuriat et de la formation continue. Je vous laisse vous présenter. Oui, merci pour cette introduction. D'abord, bienvenue dans ce bâtiment emblématique de l'entrepreneuriat de l'Université Jean Monnet, le bâtiment des Forges qui accueille, au-delà du Learning Center dans lequel nous sommes, l'incubateur Usine, mais également la fabrique de l'innovation, une belle salle de créativité et un autre pré-incubateur qui fait partie de Pépite Bilis. Alors l'entrepreneuriat à l'Université Jean Monnet, comme vous l'avez dit, c'est mon titre, je suis vice-président, ce qui veut dire qu'il y a une place quand même importante. On a pour objectif de sensibiliser nos 20 000 étudiants à l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat sous toutes ses formes, et je pense qu'on en discutera tout à l'heure. C'est pas forcément l'entrepreneuriat au sens classique, mais ça peut concerner toutes nos populations, aussi bien des étudiants de l'IAE que des étudiants de la faculté d'art ou lettres, langues ou histoire. Merci beaucoup, on développera ça tout à l'heure. Pour réussir sa création d'entreprise, mieux vaut être accompagné. Ils sont des acteurs majeurs de l'innovation, de la création d'entreprise, de l'accompagnement à la maturation des projets. Ce sont les incubateurs. Julie Perrin, bonjour, vous êtes responsable du département de la Loire pour Ronalpia, cet incubateur un peu particulier. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Ronalpia, donc c'est une association loi 1901 qui intervient sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc moi, je représente le département de la Loire. Et donc Ronalpia accompagne la création et le développement d'entreprises sociales. Et donc des entreprises sociales, ce sont des entreprises ou associations ou coopératives qui ont pour vocation de répondre à un besoin social et ou environnemental sur leur territoire. On parlera beaucoup de sens avec vous. Et puis, c'est notre grand témoin start-upeuse ou jeune entrepreneuse, en tout cas, aujourd'hui, Héloïse Botrel. Bonjour. Vous êtes une créatrice d'entreprise. Vous avez créé votre start-up Listocado à votre sortie d'études. Vous êtes incubée actuellement. Expliquez-nous. Bonjour à tous. Oui, c'est ça. Donc, moi, je suis incubateur Usine et j'ai développé Listocado en septembre dernier. C'est une application qui a pour vocation de simplifier les fêtes, donc les anniversaires, les mariages, les naissances, Noël, etc., en centralisant les listes cadeaux afin de éviter tout cadeau en double. D'accord, on verra d'où ça part et puis vous nous expliquerez un peu plus comment ça fonctionne. Pour commencer, on va faire une petite introduction toute bête. On parle d'entrepreneuriat et la première question, c'est qu'est-ce que c'est que l'entrepreneuriat? Héloïse, comment vous pourriez le définir, vous? Alors pour moi, entreprendre, c'est avoir l'envie de créer, de développer son idée et surtout d'aller au bout de son projet. Peu importe le domaine d'application de l'idée, c'est vraiment pousser son idée au bout et laisser parler sa créativité, tout en apportant sa valeur ajoutée. À quel moment vous vous êtes dit, tiens, c'est pour moi, l'entrepreneuriat? À quel moment? Moi, ça m'est venu aux périodes de Noël.
parce que mon idée vient d'une problématique de famille au niveau de Noël où tous les ans c'était toute une organisation. Et comme j'ai pas trouvé de solution, j'ai commencé à y réfléchir et cette idée a pris beaucoup de place dans ma tête. Et donc j'avais vraiment ce besoin d'aller au bout et de développer au maximum, de tirer le fil. Stéphane, transformer des idées en action, voilà, le témoignage d'Héloïse, c'est typique, c'est ça l'entrepreneuriat? Alors, en tout cas, on pourrait avoir une définition qui soit très large de l'entrepreneuriat, et c'est celle qu'on utilise, enfin que moi j'utilise en tout cas en tant qu'enseignant-chercheur, c'est transformer des idées en action pour créer de la valeur sous toutes ses formes, pour soi et pour les autres. Alors par valeur, par toutes ces formes, j'entends bien entendu l'argent, c'est le nerf de la guerre dans beaucoup d'activités, mais ça peut être aussi la valeur sociale chère à Ronalpia, ou de la valeur environnementale, ou juste prendre du plaisir. D'accord. Julie, l'entrepreneuriat social, cher à Ronalpia, comme le dit Stéphane? Oui, du coup, nous, entreprendre, ce sont des hommes et des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui ont identifié en fait un problème qui est un besoin qui est peu ou mal couvert sur leur territoire. Et donc l'entrepreneuriat, c'est un outil pour eux d'apporter une réponse à ce besoin, tout simplement. Et là, c'est des besoins pour répondre aux fragilités de nos sociétés, alors quelles qu'elles soient, conjoncturelles, expliquez-nous. Donc, en effet, c'est notre parti pris, en tout cas, c'est d'accompagner les fragilités. Et pour nous, les fragilités, elles peuvent être à la fois individuelles, donc des personnes en situation de fragilité pour cause de handicap, des personnes réfugiées, des personnes discriminées. Ça peut être des territoires qui sont fragiles, des zones de violence, des territoires où il y a une fracture numérique, des territoires enclavés. Et ça peut être des systèmes aujourd'hui qui sont fragilisés. On parle beaucoup du système carcéral, du système éducatif, du système de santé, du système alimentaire. Et donc nous, ce sont des entrepreneurs qui veulent apporter des réponses à toutes ces fragilités. Pierre, on est ici au cœur du quartier créatif de Saint-Étienne. Quand on parle création d'entreprise, il faut peut-être casser une idée reçue. On n'est pas forcément dans la haute technologie, pas forcément que dans le numérique non plus. Il y a tout un univers de l'entrepreneuriat divers et variés où qu'on se trouve et quelles que soient nos envies. Oui, clairement, tout à fait. C'est vrai qu'on parle souvent des startups, des entreprises plus innovantes à travers des grosses levées de fonds pour soutenir une croissance. Nous, chez Je suis entrepreneur, on va plutôt accompagner les plus petits porteurs de projets qui ont aussi des très bonnes idées en local. Donc, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment des multiples facettes. Il y a plein de formes différentes pour entreprendre. Donc, par exemple, lancer son commerce de proximité, c'est de l'entrepreneuriat. Devenir artisan, c'est de l'entrepreneuriat également. Tester son idée sous un statut de freelance ou de micro-entreprise, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Voilà, c'est assez multiple en tout cas. Qu'est-ce qu'on recherche quand on souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat? C'est une satisfaction personnelle. Vous avez évoqué le fait de l'argent, mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment on se dise être salarié, c'est pas forcément mon truc, j'ai envie de plus? Qui veut répondre à ça? Bon, moi, je peux répondre à cette question puisque c'est des choses que je constate aussi chez nos étudiants depuis un petit peu plus de 10 ans maintenant. Et puis, j'ai aussi rencontré beaucoup d'entrepreneurs dans ma vie et dans mon ancienne vie de banquier en particulier. Donc là, pourquoi on veut créer une entreprise? Pourquoi on veut entreprendre? Il y a plusieurs raisons. La raison, souvent, numéro 1, c'est être son propre patron. C'est ce sentiment de liberté, ce sentiment d'indépendance, ce sentiment d'avoir ce pouvoir de transformer une idée en action. Et puis, il y a aussi tout un espace qu'on va pouvoir mobiliser, c'est rencontrer du monde. Pourquoi on veut créer? C'est pour partager une aventure. C'est alors aussi pour gagner de l'argent. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Mais c'est vraiment pour ce que disait Héloïse, c'est pour pousser une idée le plus loin possible et c'est une belle aventure. Héloïse, vous refusiez il fallait que vous soyez votre propre patronne? Eh ben moi pas du tout. Oui. C'était pas du tout un on rappelle projet d'ailleurs de vie, qu'on va faire un petit zoom arrière, mais vos études ne correspondent pas du tout à l'activité que vous faites aujourd'hui, c'est ça? Expliquez-nous votre parcours. Moi j'ai fait Télécom Saint-Étienne avec une spécialisation en photonique et en vision. Donc on est tout ce qui vraiment est caméra laser. Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, l'idée elle m'est venue et elle a pris tellement de place qu'il fallait, si je le faisais pas, j'allais le regretter. Donc être chef d'entreprise et tout, c'était pas du tout une vocation. Ça, c'est plus, c'est venu à moi comme une obligation, on va dire, mais c'est vraiment parce que il fallait que j'aille au bout de cette idée. Si je ne l'avais pas fait, je l'aurais regretté. Ça, c'est intéressant. Il faut suivre ses envies jusqu'au bout. Et vous en côtoyez beaucoup des jeunes créateurs d'entreprises comme ça qui, ça n'était pas une option. Oui, nous, c'est souvent dans les profils, en tout cas, qu'on accompagne, c'est le sentiment d'utilité.
Et ce sont des personnes souvent qui viennent du terrain aussi et qui ont identifié ces problèmes et qui se disent il faut que j'agisse moi aussi. Donc il y a cette envie de sens et d'être utile. Et il y a cette indignation face à toutes les fragilités que j'ai pu présenter plus tôt. Et la deuxième, c'est aussi des personnes qui sont en reconversion souvent et qui ont envie de donner du sens à leur aventure professionnelle. Elles ont eu une première carrière qui a très bien marché. Et là, elles se disent c'est très bien, ça m'a amené au top. Maintenant, est-ce que je suis plus heureux? Est-ce que je suis épanouie? On parlait tout à l'heure de l'épanouissement. Et donc là, elles se disent quelles sont mes valeurs profondes et en quoi l'entrepreneuriat va m'aider à trouver ces valeurs-là et à trouver du sens. Pierre, le sens, on l'a vu, on le voit, vous êtes plus spécialiste que moi évidemment, mais le Covid et la pause, le off qu'on a tous vécu pendant 2 ans a permis aux gens de réfléchir un peu. Tout s'est arrêté, tout est reparti un peu différemment. On constate que ça a provoqué des besoins de reconversion, des besoins différents auprès des jeunes notamment qui ont choisi de se lancer dans l'entrepreneuriat. Tout à fait. Je pense que le Covid n'a pas été l'élément déclencheur parce que c'était un processus qui démarre depuis plusieurs années à mon avis. Par contre, ça a été un accélérateur et c'est vrai que nous on a eu beaucoup de profils de personnes souvent contraintes de faire une pause lors du Covid avec l'envie en fait c'est la quête de sens, c'est de réussir à trouver une adéquation entre ses engagements perso et sa vie professionnelle. Et donc de lancer son propre projet. Et c'est vrai que c'est ce type de profil de personnes en reconversion, on en a eu beaucoup, on en a encore, et je pense que ça va se poursuivre dans les mois à venir. Tout âge, évidemment, on s'adresse aux jeunes en particulier aujourd'hui, mais c'est vraiment de tout âge, c'est-à-dire qu'à 45 ans, 50 ans, on peut faire table rase du passé puis se lancer dans une nouvelle aventure. Ouais, nous tout âge en tout cas, vraiment des personnes par exemple de plus de 45 ans qui ont déjà eu une première carrière professionnelle, qui viennent du terrain, donc ont identifié un besoin spécifique, et aussi beaucoup de jeunes, clairement. On a eu pas mal de jeunes diplômés qui étaient confrontés aussi à un marché de l'emploi un peu compliqué au moment du Covid, et pour lesquels la création d'entreprise pouvait devenir une piste, en tout cas. Et donc clairement, on a eu aussi beaucoup de jeunes qui se sont lancés. Stéphane Folliard, qu'est-ce que l'enseignant-chercheur que vous êtes peut nous dire de cette situation-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait cette telle envie d'entreprendre ou en tout cas de changer les choses? Alors, ce qui s'est passé, c'est assez compliqué à analyser. On est de toute façon sur une tendance où depuis largement plus de 10 ans, l'entrepreneuriat a pris une place importante dans le panorama économique. Alors bien aidé aussi par des politiques en faveur de l'entrepreneuriat étudiant, de faire comprendre ce qu'est l'acte d'entreprendre, de faciliter la compréhension, la faisabilité perçue. Mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit, le phénomène de sens est super important. C'est-à-dire que mes étudiants, il y a 5 ou 6 ans, voulaient devenir milliardaires. Aujourd'hui, ils veulent changer le monde. Et ce n'est pas spécialement lié à la crise Covid, c'est plus un positionnement personnel de j'ai envie de me réaliser dans mon travail, j'ai envie d'exprimer mes valeurs, de faire quelque chose qui soit aligné finalement et qui fasse sens. C'est visiblement le mot qui ressort de manière assez importante. Là, on voit que du coup, il y a une difficulté à faire se rencontrer deux mondes, un monde plutôt traditionnel, classique, et un monde de sens et d'envie particulière. Si on garde des outils et des pédagogies classiques, oui. Ouais. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose... Dans les apprentissages, du coup, on prend en compte cette notion-là aujourd'hui ? Bien sûr. Moi, c'est un questionnement que je systématise maintenant. Quelqu'un qui veut créer mes étudiants qui veulent créer une entreprise, je les questionne systématiquement sur « mais pourquoi tu veux faire ça ?» Et en fait, c'est un vrai levier, ce questionnement du sens, puisque très souvent, mes étudiants, c'est très difficile. Ils pensent avoir la meilleure idée du monde. Et c'est très difficile de leur faire comprendre que non, ils sont un peu à côté de la plaque. Par contre, leur montrer qu'ils sont alignés. Donc finalement, c'est la personne qui est la plus importante. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. J'accompagne des personnes et pas des projets. Et c'est à partir du moment où la personne est alignée avec ce qu'elle a envie de faire, à partir du moment où elle trouve du sens, c'est beaucoup plus facile de faire pivoter légèrement le projet. À Rhône-Alpien, on accompagne des intrépides. On crée des cohortes d'intrépides. C'est vraiment une thématique qui revient régulièrement. Courir après le sens, c'est risqué évidemment. Comment est-ce qu'on encourage? Comment est-ce qu'on sécurise aussi des parcours? Parce qu'intrépide, ça veut dire plein de choses, mais il y a une part de risque quand même. Alors, nous, on les appelle les intrépides, c'est par rapport au positionnement et en tout cas souvent parce qu'ils sont précurseurs aussi sur les modèles qu'ils veulent apporter. Et puis les réponses, c'est des secteurs où les entreprises dites classiques
n'ont pas voulu aller parce que peu lucratif ou parce que trop complexe à mettre en œuvre. Et donc, eux, ils décident d'aller là-dedans. Et donc, c'est pour ça que nous, on les appelle les intrépides. Et donc, c'est notre communauté. On pourrait appeler ça des alumni. Mais donc, on a choisi ce nom. Et comment on les sécurise, c'est parce qu'on leur apprend aussi dans le parcours d'accompagnement à avoir tous les fondamentaux de l'entrepreneuriat. C'est pas parce qu'on est dans l'entrepreneuriat, dans l'économie sociale et solidaire, qu'on n'est pas dans une logique économique. Du coup, il faut que le projet puisse être viable. Et donc, on les accompagne tout au long du parcours, nous, pendant 9 mois, à trouver, à tester l'idée. Il y avait la question justement de comment on se confronte au terrain. C'est très beau de vouloir faire des business plans, mais en tout cas, on peut mettre ce qu'on veut dans les chiffres. Tant qu'on ne s'est pas confronté au terrain, on ne sait pas si ça va répondre aux besoins et s'il y a des gens qui vont être prêts à utiliser ou ne serait-ce qu'acheter notre produit. Donc, nous, on les aide là-dessus et après, on formalise, on trouve le bon statut, on travaille sur la stratégie de lancement. Voilà. Ça ne se fait pas par hasard, évidemment. Non. On en vient justement à la manière dont on se lance dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, les étapes, les structures d'accompagnement et ce qu'elle propose. Pierre Lemaître, la méthodologie, pour se lancer dans l'entrepreneuriat, ne pas faire n'importe quoi, y aller pas à pas, être accompagné évidemment. Qu'est-ce qu'on peut conseiller aujourd'hui ? Ouais, donc nous, c'est vrai qu'on se positionne plutôt dans la phase amont de la création d'entreprise. Donc quand quelqu'un a l'intention de créer sa société, donc on fournit beaucoup de contenu. C'est une phase où on a besoin de récupérer de l'information utile pour être ensuite en capacité d'agir et de lancer sa société. Mais il y a de nombreuses fiches outils notamment proposées pour répondre à toutes les étapes. Ouais. Et le fil conducteur de tout ça chez nous, c'est le business plan. Donc voilà, c'est aussi une étape clé lors de la création d'une entreprise. On en a parlé juste avant. Nous, on le voit vraiment comme un processus. Le business plan, c'est vrai que c'est un terme qui fait parfois peur à des entrepreneurs. On pense que ça va nous prendre beaucoup de temps, que ça va être compliqué et surtout chronophage. Et nous, on essaye vraiment de positionner le business plan plutôt comme un support et un outil pour aussi le porteur de projet. Ça va lui permettre d'avoir un fil conducteur, une structure, une méthodologie. Et surtout, ça va l'encourager à se poser les bonnes questions et à vérifier aussi que son projet est cohérent et viable. C'est indispensable un business plan. En tout cas, tout le monde est d'accord, oui. Pour aller chercher des financements, oui, il y aura sans doute besoin d'un business plan à un moment donné. Il faut se poser de bonnes questions aussi au moment de se lancer, avant de se lancer. Quelles sont les questions qu'il faut se poser ? Oui, il y a vraiment des questions déjà sur le projet, parce qu'on est sur un marché en croissance. Il y a des questions aussi sur le profil du porteur de projet. Est-ce que je suis prêt à me lancer ? Et puis ensuite, il faut aussi réussir à savoir s'entourer. C'est vrai que nous, on est sur un outil en ligne, mais une entreprise, ça ne se crée pas 100% en ligne. Il faut aussi se confronter au terrain. Je parlais du business plan, mais donc il faut sans cesse l'affiner en fonction des retours terrain, des enquêtes de nos futurs clients, de nos partenaires, pour réussir à l'affiner. Et ça, c'est vrai que c'est important de rencontrer beaucoup de monde en local aussi, pour s'assurer qu'on va dans la bonne direction. Je fais une mention notamment sur les cafés de la création, qui sont des événements organisés par le Crédit Agricole en local. Donc il y en a sur le département de la Loire et de la Haute-Loire, et qui vont permettre lors d'un événement assez convivial pendant 3 heures lors d'une matinée, de rencontrer des experts comptables, des réseaux d'accompagnement pour aider comme ça des porteurs de projets simplement à rencontrer les bonnes personnes. Aller frapper aux portes, consulter les chambres consulaires, etc. Ne pas partir tout seul, c'est le conseil qu'on peut donner, Stéphane ? Oui, ça paraît être une évidence. Effectivement, l'aventure entrepreneuriale, c'est pas une aventure individuelle, même si, en fin de compte, c'est l'entrepreneur qui est responsable de son projet. Mais oui, il faut échanger, il faut aller discuter. Et dans les pédagogies qu'on met en place à l'université, on essaye de pousser les étudiants au maximum à aller dehors. Et parce que l'entrepreneuriat, oui, il faut un minimum de connaissances, sinon on ne peut pas bouger. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de collectif. Donc il faut aller dans ce collectif, il faut aller discuter avec les gens. Et tout ça, ça se prépare. Prendre un rendez-vous téléphonique professionnel, ça ne s'improvise pas. Ça se travaille un peu. Il y a quelques scènes un peu croustillantes avec mes étudiants, parce que je leur fais d'abord essayer sans préparation, parce qu'ils pensent être super au téléphone. Des petits jeux de rôle ou des vraies situations c'est que des situations réelles. Okay. C'est-à-dire que dans les programmes dont je m'occupe, mes étudiants créent vraiment leur entreprise dans un cadre juridique sécurisé, mais en attendant, il faut qu'ils trouvent des partenaires. Pour les trouver, il faut prendre des rendez-vous, il faut aller discuter avec eux, il faut aller se confronter finalement à cette culture et à des points de vue qui sont un tout petit peu différents. Oui, ça se prépare tout ça. Julie, sur les étapes
de l'accompagnement pour créer son entreprise? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous proposez, vous, à Rhône-Alpien? Oui. Donc nous, on est sur des parcours qui durent 9 mois d'accompagnement, qui sont gratuits. Et c'est vrai que sur les 3 premiers mois, on se concentre vraiment sur la compréhension de son environnement. Pierre en parlait, que c'était clé d'identifier tous les partenaires, aussi les concurrents avec qui il va falloir discuter pour mener son projet à bien. Et puis surtout, nous, on leur dit d'aller sur le terrain, enfin Stéphane le disait, sur se confronter avant même de penser au modèle économique. Nous, on leur dit, mais est-ce que tu es allé te confronter, ta super idée qui dans ta tête est géniale et tu penses que ça va révolutionner et ça va vraiment répondre à un besoin, est-ce que tu es allé la confronter vraiment au public que tu veux toucher? Et sinon, nous, on va t'aider et on va t'accompagner pour le faire et on va lever ces freins aussi personnels, parce que souvent, il y a un peu le sentiment de... Le petit flip. Ouais, le flip de passer dans l'action, c'est un peu, du coup, ce qu'on dit, nous, c'est le go-no-go. À quel moment j'y vais vraiment? Et donc, on les accompagne là-dessus. Et après, les 6 mois restants sont plutôt sur comment on trouve le modèle économique qui va bien pour que ça viabilise l'activité et que l'entrepreneur puisse vivre de son projet. Ça, c'est quand même clé. Et puis après, c'est toute la phase très opérationnelle de marketing, commercial, statut juridique et mesures d'impact social, puisque c'est aussi dans les valeurs de nous, l'entrepreneuriat social qu'on porte. Penser l'impact dès le début et la création du projet pour que ce soit des indicateurs qui vont être suivis, en tout cas, et qui vont être récurrents dans l'activité après. Oui, ça, c'est une condition non négociable. Oui, tout comme la gouvernance. Héloïse, je voudrais qu'on nous expliquiez votre parcours justement d'incubé. En septembre 2021, vous avez intégré l'incubateur Usine de l'Université Jean Monnet. Vous bénéficiez encore d'un accompagnement particulier, bien utile. Comment ça s'est passé? Je crois d'ailleurs que vos premières armes, vos premières initiations d'entreprise, ça s'est fait au sein d'une junior entreprise dans votre vie précédente. Expliquez-nous ce parcours-là. Donc moi, quand j'étais étudiante à Télécom Saint-Etienne, j'ai pris part à la junior entreprise. Donc ça m'a permis de découvrir un peu ce monde-là. Mais comme je le disais, moi, l'entrepreneuriat, c'était pas prévu, donc je ne connaissais pas grand-chose. Et donc, au moment de me lancer dans mon projet, c'était essentiel pour moi de me faire accompagner. Donc j'avais la chance déjà de connaître l'incubateur Usine. Je me suis naturellement dirigée vers eux. Et après un processus de recrutement sur dossier et sur présentation, je l'ai intégré en septembre dernier et c'est un accompagnement qui dure 2 ans. Et donc, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. À quoi ça ressemble un incubateur? Quelle est l'ambiance et qu'est-ce qui s'y passe? Et c'est comme une grande maison avec plein de startups. D'accord. Donc voilà, nos frères et sœurs, c'est des entrepreneurs qui partagent la même expérience, avec l'avantage de ne pas tous commencer en même temps. Donc on peut tous se partager nos petits tips et tout, et échanger sur toutes nos problématiques. Et puis on a des formations et des événements qui nous permettent à la fois découvrir de nouveaux acteurs de l'environnement, et les formations qui nous permettent de nous mieux structurer notre projet et de nous ouvrir de nouvelles portes auxquelles on n'a pas forcément songé en amont. Être hébergé dans un incubateur, c'est aussi être confronté à un écosystème local, faire partie de son territoire aussi, et d'avoir des portes qui s'ouvrent plus facilement peut-être, qui veut répondre à ça. Et c'est important de s'intégrer dans une dynamique économique du territoire. Alors le mot-clé, c'est réseau. Ouais. Et effectivement, ici, on est dans le quartier créatif. Et oui, l'avantage d'avoir d'autres incubés, c'est qu'eux ont peut-être le contact qu'on n'a pas. Et c'est la question, enfin, il y a 2 questions qu'un entrepreneur se pose. La première, c'est qui dans mon entourage a la ressource dont j'ai besoin? Bon, on a assez vite fait le tour. Et puis, la question qui est plus intéressante, c'est qui dans mon entourage connaît quelqu'un qui a la ressource dont j'ai besoin? Et en fait, on va dérouler les réseaux de cette manière-là. Alors, ce que j'entends par réseau, je vais tout de suite préciser, il y a la partie réseaux sociaux, qui est effectivement importante, où on peut communiquer, où on peut essayer de fédérer une communauté, ce qui est toujours intéressant avant de démarrer un projet quel qu'il soit, que ce soit une entreprise, une association, peu importe. Mais c'est le réseau en face à face, c'est aller serrer les mains, même en période Covid. C'est aller se présenter, c'est aller convaincre, c'est aller récupérer ce que les gens pensent de notre idée. Et puis, que ça marche ou que ça ne marche pas, on peut rebondir et ce que j'appelle naviguer dans l'écosystème. C'est finalement trouver, aller frapper aux bonnes portes et puis surtout continuer, sécuriser son parcours. Donc cette dimension réseau, cette dimension interpersonnelle est super importante. Et c'est une des qualités, je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, une des qualités de l'entrepreneur, c'est d'être capable de continuer à aller chercher de la nouvelle relation et prendre du plaisir dedans, surtout.
Ça peut paraître moins fun, mais ne pas oublier les chambres consulaires aussi, les partenaires consulaires, chambres de commerce, chambres de métier, etc. Hyper important. Il faut aussi s'adosser à ces structures-là. Bien sûr, bien sûr. En fait, d'un aura. Là, c'est vrai que je suis parti directement dans le projet entrepreneurial, mais dans l'écosystème présent, il y a des acteurs qui sont très importants. Il y a l'incubateur, par exemple, sur cette dimension entrepreneuriat étudiant, mais il y a aussi les chambres consulaires qui récoltent, c'est des mines d'informations. On peut avoir aussi toutes les associations d'aide aux entrepreneurs, quel que soit leur statut d'ailleurs. C'est des interlocuteurs privilégiés parce que c'est des points d'entrée qui vont permettre de gagner un temps fou. Simplement vous préciser aussi qu'il y a le site internet jecrédansmarégion.fr avec les coordonnées, notamment pour Saint-Étienne Métropole, un dispositif, les coordonnées du pôle entrepreneuriat de Saint-Étienne. Donc il faut évidemment se renseigner le plus possible, trouver des partenaires physiques et puis réseauter sur les réseaux sociaux. Les facteurs de succès. Alors évidemment, quand on crée son entreprise, tout n'est pas gagné. Comment limiter les risques ? Et en cas de pépin, comment rebondir après une prise de risque ? Pierre ? Ouais, les succès, on en a déjà un petit peu parlé. Hein, c'est vrai, bien s'entourer, connaître son marché, rencontrer les bons acteurs. On peut se planter. On peut se planter. Voilà, on parle un peu moins des échecs pour l'entrepreneuriat. Et pourtant, derrière chaque succès, il y a eu de nombreux échecs. Donc, il ne faut pas oublier que l'entrepreneur, c'est aussi quelqu'un qui se trompe, qui se loupe à des moments donnés. Et pour moi, le bon entrepreneur, c'est celui qui va être en capacité de pivoter lorsqu'il y a une difficulté, et lorsqu'un échec survient, pour s'adapter et puis changer son fusil d'épaule si besoin, pour que son activité puisse rester viable. Stéphane, se servir de l'échec pour rebondir. Complètement, et ça c'est quelque chose qu'on intègre dans ce qu'on appelle les pédagogies expérientielles, c'est-à-dire que les étudiants, on leur fait faire des choses plutôt que de leur donner de la connaissance. C'est beaucoup mieux qu'ils le fassent tout de suite. Ce que je vous disais tout à l'heure sur la prise de rendez-vous téléphonique, c'est leur montrer que ça s'apprend et on va d'échec en échec, mais d'échec en réussite. On fait des petits pas et on progresse comme ça. Et un projet entrepreneurial, surtout quand on est étudiant, il faut qu'on l'essaye avec le moins de risques possible. Donc moi, je les envoie tester leur idée avec des maquettes. C'est des maquettes en carton et ça marche super bien. Ils arrivent à récupérer de l'information et puis s'ils sont complètement à côté de la plaque, ils le savent tout de suite. Et on arrête et on n'a pas investi des dizaines de milliers d'euros dans un super prototype. Julie Perrin, ma super bonne idée, finalement ça fait flop. Comment est-ce qu'on accompagne et qu'on permet aux gens de rebondir ? Oui, il y a déjà des réseaux qui existent aujourd'hui pour accompagner aussi, puisqu'il y avait un espèce de tabou, je pense, aussi autour de l'échec entrepreneurial en France il y a encore quelques temps, qui est en train de se lever. On en parle de plus en plus. Il y a des associations comme 60 000 rebonds, par exemple, qui accompagnent aussi les dirigeants qui ont planté leur projet ou leur entreprise à se reconstruire, parce que je pense qu'il y a quand même aussi un cheminement personnel déjà à faire. C'est très dur à vivre. Oui, complètement, avant de repartir professionnellement. Donc il y a ces réseaux-là. Et puis surtout, comme le disait Stéphane, nous on essaye de, comme je disais, on les emmène aussi très tôt sur le terrain pour qu'ils se confrontent et qu'ils n'investissent pas trop de temps, s'il faut, et d'argent personnel, si on se rend compte que le projet n'est pas viable et qu'ils puissent se remettre dans un chemin de recherche d'emploi ou autre derrière. Nous, on a la chance d'avoir en France aussi des systèmes qui permettent de créer une entreprise via le Pôle emploi. Nous, on a des entrepreneurs qui bénéficient de la RE. Et c'est quand même hyper précieux en France de voir ce confort, en tout cas, et cette sécurité. Mais maintenant, nous, des projets qui viennent nous voir en nous disant dans 6 mois, il faut que je me rémunère et que je trouve mon salaire, on leur dira c'est pas possible. Enfin, il faut être réaliste aussi à un moment. Donc, on met des garde-fous, nous, à l'entrée déjà, dans les projets qu'on accompagne. Et puis après, on essaye de trouver des réseaux pour accompagner la sortie si ça ne marche pas. Héloïse, pardon, Stéphane, vous vouliez prendre Oui, je voulais juste rajouter quelque chose, que ce soit dans l'accompagnement ou que ce soit dans les pédagogies qu'on peut utiliser. Ce qui est très important, c'est après l'action. Il faut vraiment avoir un espace dans lequel l'étudiant ou l'entrepreneur puisse s'exprimer. S'il s'est planté, il faut quand même qu'il ait un espace qui soit suffisamment sécurisé pour pouvoir exprimer cet échec. Ce qui est, oui, on progresse en France, mais il y a encore un peu de boulot. Et il faut aussi que cet espace soit encourageant, soit dynamisant, et les incubateurs sont très bien pour ça. C'est-à-dire qu'il y a une énergie positive. Ok, je me suis planté, je recharge les batteries, j'y retourne. Oui. Héloïse, c'est une peur, alors j'imagine pas constante, mais l'échec est forcément là, le risque qu'on ne rencontre pas le succès escompté. Oui. Surtout personnellement, moi l'échec, j'ai toujours eu du mal avec ça. Donc c'est un peu une petite épée de Damoclès, on va dire, au-dessus de la tête.
Mais faut relativiser. Enfin, voilà, je suis jeune, je sors d'études, je vis une expérience exceptionnelle. J'ai rien à perdre. Enfin, l'échec, il vaudra pas grand-chose face à tout ce que j'aurais appris. Donc, ouais, il y a pas. Faut relativiser vraiment. Enfin, quoi qu'il arrive, je suis forcément gagnante après cette aventure. Ça reste une aventure humaine formidable. En termes de temps passé, bon, j'imagine que ça occupe vos jours, vos nuits, votre tête en permanence. On arrive à se détacher un peu de ça parce que, effectivement, créer son entreprise, c'est vouloir ne pas être salarié, mais c'est quand même être en gros l'esclave de son projet à H24. On arrive à se détacher quand même, à faire la part des choses. Bon, clairement, vous vivez l'Histocado. Oui, après, oui, il y a des moments où il faut. Votre entourage vous le dit, arrête un peu ou pas? Un peu, ouais. Oui. Non, oui, c'est sûr que c'est compliqué, parce que c'est un projet qui nous fait vibrer, donc on a envie d'être tout le temps dedans. Mais c'est important aussi de se prévoir des moments où on lâche un peu tout ça pour revenir un peu avec plus d'énergie. Stéphane, c'est ça aussi, ou Pierre, c'est ça aussi la vie d'un entrepreneur, d'un créateur d'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut arriver à saouler son entourage avec ça, on le vit en permanence. Oui, complètement. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Il faut aussi se ménager des espaces, mais ça, c'est valable dans absolument tous les métiers. C'est vrai que l'aventure entrepreneuriale, c'est une vraie aventure et c'est prenant, ça prend des fois tout l'espace. Il faut le savoir avant de se lancer. Il faut le savoir avant de se lancer. Il faut prévoir aussi un équilibre vie perso, vie professionnelle. Et puis, le problème d'avoir la tête dans le guidon à 100%, c'est que des fois, on ne voit pas le mur. Donc, c'est bien aussi de pouvoir échanger. Et là, les accompagnements, les clubs d'entrepreneurs, les incubateurs sont très bien. Puisque l'obstination, quand ça ne veut pas marcher, là, par contre, c'est un comportement dangereux. Pierre, sur cette notion-là de attention à ne pas trop être la tête dans le guidon. Ouais, tout à fait d'accord, et surtout rencontrer en effet des pairs, d'autres entrepreneurs, des acteurs pour aussi s'enrichir et trouver d'autres façons de faire. Parfois, on est convaincu qu'on a la solution et qu'on va dans la bonne direction, et en fait, en changeant un peu notre point de vue, on peut voir une autre solution apparaître, et ça se construit aussi par l'échange et par la rencontre d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose, d'où l'intérêt aussi des incubateurs, à mon avis, là-dessus. Julie? Je pense qu'en effet, un des premiers points qu'un entrepreneur vient chercher dans un incubateur, c'est le sentiment de rompre l'isolement, parce que c'est parfois une aventure très solitaire. Donc l'échange avec les pairs est précieux. Et par rapport aux barrières, ça fait quelques années qu'on a mis en place dans l'accompagnement ce qu'on appelle du coaching, qui est une brique facultative qu'on n'impose pas aux porteurs de projets, mais justement pour travailler sur les sujets de confiance en soi, d'équilibre vie pro, vie perso, puisqu'on a aussi on accompagne des projets qui sont des projets de couple, par exemple, comment le projet n'interfère pas dans la sphère personnelle et ne va pas détruire une cellule familiale. Donc tout ça, on travaille avec des experts du sujet, parce qu'on reste un accompagnateur généraliste, on va dire. C'est plutôt aller chercher les ressources, et donc le coaching est de plus en plus utilisé, nous, par les porteurs de projets qu'on accompagne. J'aurais dû vous poser la question plus tôt, Stéphane, mais y a-t-il un cursus? Vous apprenez à être entrepreneur, c'est ça, au sein de l'Université Jean Monnet. Est-ce que ça s'apprend? Est-ce qu'il y a des études classiques universitaires pour devenir entrepreneur? Comme on apprend à devenir ingénieur, par exemple. Je vais faire une réponse oui et non. Il y a deux choses. La chose la plus importante quand on veut créer un projet, c'est finalement qu'est-ce qui fait que je suis meilleur que les autres? Quelle est ma valeur ajoutée? Elle peut être, je peux m'occuper de fragilité et personne ne veut y aller, ou je peux avoir un projet super techno à base de photonique, si j'ai bien compris. Donc quel est le cœur? Et ensuite, on va avoir un accompagnement particulier. Alors, il y a de plus en plus, ce qu'on a mis dans nos maquettes pédagogiques, c'est de la sensibilisation. Donc on va essayer de présenter l'entrepreneuriat comme une voie de carrière possible. Et puis on a aussi maintenant des enseignements. On a un master spécialisé en entrepreneuriat où on a un accompagnement très particulier, très lié au projet et aux couples porteurs projets d'ailleurs, pour les accompagner un petit peu plus loin. Et d'autres projets pédagogiques qui ont vu le jour où on utilise l'entrepreneuriat pour pouvoir enseigner des éléments qui nous intéressent, comme les compétences interpersonnelles dont on parlait tout à l'heure. Après, l'Université Jean Monnet, c'est extrêmement varié en termes de public. Je vous disais, on a des artistes comme des chirurgiens, comme aussi des spécialistes de la finance. Donc c'est plutôt, et ça c'est mon rôle politique, ça va être de décliner
l'entrepreneuriat dans chacune de ses Que ce soit dimensions. un fil rouge dans une université pluridisciplinaire comme Jean Monnet. Exactement, et puis qu'on puisse aussi utiliser les ressources extraordinaires et la créativité qu'on peut avoir dans chacune de nos facultés pour pouvoir avoir le bon message, le bon discours et accompagner des projets d'étudiants. Alors ça s'appellera entrepreneuriat, ça s'appellera projet associatif, peu importe. L'objectif c'est que tous les étudiants qui aient envie de transformer une de leurs idées en projet, on soit là et on puisse les accompagner. Soutenir la prise d'initiative aussi, important. J'imagine que humainement ça apporte beaucoup, prendre une initiative, créer une entreprise. Humainement à refaire, vous le referiez évidemment. Vous Oui. ne seriez pas là. Oui, c'est sûr. Pierre, quelles sont les qualités requises absolument pour créer son entreprise et se lancer dans l'entrepreneuriat? Des qualités, je pense être empathique, réussir à se mettre à la place aussi de ses futurs clients et de vérifier qu'on répond à un besoin concret, pas juste à une idée un peu qu'on a dans le coin de notre tête. Et puis après, avoir aussi le goût du risque. Il faut être en capacité, l'entrepreneuriat c'est ça, c'est gérer aussi l'incertitude. Il n'y a pas forcément tout le temps de filet, donc il faut aussi être appétent. C'est là où c'est quelque chose qui s'apprend peut-être un peu moins. C'est aussi quelque chose qu'on vit au quotidien. Mais en tout cas, c'est ce type de qualité qu'on recherche chez des entrepreneurs. Julie, il faut aussi avoir une petite envie de changer le monde. Pour nous, en tout cas, il faut avoir une envie de changer les choses, ça c'est sûr. Et nous, les intrépides, du coup, on leur donne différents adjectifs. Ils sont à la fois débrouillards, agiles, ambitieux, mais surtout, ils sont réalistes. Je pense que ça, c'est aussi un mot à avoir en tête, c'est le pragmatisme. C'est pas une aventure facile. Nous, là, on a démarré, par exemple, l'incubation d'une promo il y a 3 mois. Et on voit que ça fait des phases. Il y a des phases ascendantes où tout va bien et c'est hyper positif. Il y a des phases où c'est descendant et le moral, il est un peu plus bas. Donc il faut rebooster tout le monde. Ouais, et donc du coup, c'est pas un parcours linéaire, l'entrepreneuriat. Et je pense que ça, il faut l'avoir en tête quand on se lance. Une qualité que vous n'avez pas citée, j'ai lu ça, faiseux. Qu'est-ce que c'est que faiseux? Ça rejoint le travail de terrain et le passage à l'action. Surtout, et arrêter d'être devant son ordinateur à regarder tous les réseaux sociaux ou ce que font tous les autres et se dire moi je vais avoir ça de différent et je vais faire ça mieux. Ma solution, certes ça peut être un logiciel, ça peut être une application ou un produit technologique, mais avant qu'il soit parfait il faut aller le tester et donc c'est des gens qui font. Voilà. Vous connaissiez faiseux? Oui, ça s'oppose souvent à un terme qui est taiseux aussi, mais c'est des gens généralement qui font pas de bruit, mais qui ont envie de bouger les choses à leur échelle. On est aujourd'hui dans une jeunesse qui a besoin d'engagement, qui a besoin de sens. Une des manières de s'exprimer, c'est d'être contre quelque chose, c'est de manifester. Puis une autre manière de s'exprimer, c'est de dire je prends mon bâton de pèlerin, mon sac à dos et je vais changer le monde. On n'a pas parlé d'une chose quand même importante quand on se lance, c'est l'argent. En termes de budget, Pierre, on peut trouver aussi des solutions pour obtenir des financements. Voilà, j'ai pas l'argent, j'ai l'idée. Qu'est-ce que je fais? Ouais, clairement, donc l'argent c'est quand même un vrai sujet quand on se lance. On peut se tester sans avoir énormément d'argent et valider son idée. Derrière, on est quand même dans un pays où il y a beaucoup de structures d'accompagnement. On peut obtenir des prêts d'honneur. Il y a des aides côté Pôle emploi, on l'a cité tout à l'heure. Il y a la possibilité d'avoir accès à des missions reconversion, par exemple. C'est vrai qu'on est quand même dans un pays où on encourage l'entrepreneuriat et où ça peut permettre d'obtenir quelques financements au début pour se lancer et assurer la viabilité de sa structure. Quelqu'un veut rajouter quelque chose Oui, sur l'argent? profiter justement, et là je parle pour mes étudiants, enfin pour tous les étudiants en général d'ailleurs, c'est profiter de votre statut d'étudiant pour tester votre idée. Alors ça peut paraître effectivement compliqué d'aligner études et projet entrepreneurial. Bon, c'est un petit effort à faire, mais en attendant, il n'y a pas beaucoup de risques pour des étudiants. Il y a un accompagnement qui est, j'espère, de qualité dans nos incubateurs. Et puis la seule chose à la limite qu'un étudiant peut perdre là, c'est du temps. Mais bon, vu la jeunesse, c'est pas très grave. Répondre aux gens qui n'ont pas d'idée, mais l'envie furieuse d'entreprendre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a je veux être mon propre patron, par contre, aucune idée de ce que je veux faire. Qu'est-ce que je fais? Alors, il y a plein de possibilités. Hein. Je continue à chercher une idée. Je regarde ce qui se fait ailleurs et pourquoi je ne l'importerais pas ici.
Il y a plein de manières. Cet après-midi, d'ailleurs, je vais animer un atelier créatif sur 60 étudiants qui ne savent pas encore qu'ils ont des idées, mais à la fin de la journée, ils en auront une. Donc ça, c'est une garantie. C'est-à-dire que vous faites pousser une idée Oui, mais en fait, sur des idées qui sont super simples, en partant d'un problème du quotidien. On est dans un cadre pédagogique. On va pas. J'aurai pas 50 startups à la fin de la journée. Une licorne, peut-être à la fin. Ouais, enfin, les deux sont bien. J'aime bien les locomotives. J'aime bien aussi l'aspect un peu plus terrain et petits projets qui touchent plus de monde. Et puis, il faut aussi rencontrer des gens. Il y a des gens qui ont plein d'idées, mais qui ne savent pas comment les transformer. Il y a des gens qui savent les transformer, mais qui n'ont pas d'idées. Rencontrez-vous. Merci à tous les quatre. Il est temps de conclure. Je vais vous laisser le mot de la fin. Vous pouvez dire ce que vous voulez. L'idéal, c'est de s'adresser à ceux d'entre vous qui nous regardez, qui souhaitaient entreprendre et qui avaient besoin du dernier conseil pour la fin. On va commencer avec vous, Stéphane Folliard. Quel mot de la fin ? Le mot de la fin, en fait, je vais rebondir sur ce que je viens de dire juste avant. C'est aujourd'hui, on a des dispositifs d'accompagnement des étudiants qui permettent de développer des idées, qui permettent de vivre un projet, que ce soit dans un cadre pédagogique ou dans un cadre un petit peu plus personnel. Venez nous voir. Venez voir l'incubateur Usine. Prenez contact aussi avec le Pépite Bilis. Et puis vous pouvez aussi me contacter directement. Je vous enverrai vers les bonnes personnes. Vous avez une idée, essayez de la transformer en projet. Merci beaucoup. Héloïse, le témoignage des pairs, c'est toujours important. Donc, que dire aux étudiants qui souhaitent se lancer ? Alors moi, je dirais que si on a une idée comme ça et tout, il ne faut pas hésiter. On pense souvent que l'âge, c'est un frein, mais au contraire, moi, ça a vraiment été une force. Donc c'est le meilleur moment pour entreprendre. Il faut y aller. Quel que soit votre âge, hein, ça marche aussi pour les plus. Vous avez quel âge ? J'ai 23 ans. Très bien, ça marche aussi pour les plus. Julie Perrin, justement, je veux bien rebondir sur ça, puisque nous, on accompagne des entrepreneurs qui ont de 20 à 55 ans. Donc, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Et ce qui est important aussi de dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir de diplôme aussi. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour pouvoir entreprendre. Et je pense que ça, c'est un message aussi important à faire passer. On peut être légitime, même en étant sans diplôme. C'est l'expérience qui prime. Et puis, les compétences et comment on s'entoure dans son projet. Parfait, merci beaucoup. Pierre Lemaître, à vous la conclue. Je rebondis aussi sur ce qu'a dit Héloïse. Moi, je pense qu'il faut oser se lancer. C'est vrai qu'on en est dans une période un peu compliquée, crise sanitaire, écologique, la guerre au port de l'Europe. Mais en fait, on n'a jamais eu autant besoin d'entrepreneurs et de créativité qu'en ce moment. On est dans un pays, encore une fois, qui soutient l'entrepreneuriat. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut se lancer en s'entourant, évidemment, et en réfléchissant à son projet. Mais il faut oser, ouais. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. Il est temps de conclure, de rendre l'antenne. Pierre Lemaître, je rappelle que vous êtes chargé des partenariats je suis entrepreneur.fr avec tout un tas de fiches outils qu'on peut consulter dès maintenant. Stéphane Folliard, vice-président de l'université, merci de votre accueil ici à l'université Jean Monnet. On peut vous retrouver très facilement sur le site de l'université dans l'Anthrominoscope. Julie Perrin, merci d'être venue nous voir. Là, vous n'êtes pas très loin. Je rappelle que vous êtes responsable département de la Loire pour Rhône-Alpia. Et puis Héloïse Botrel, plein de réussite pour votre projet. La fête des mères, c'est bientôt. Donc Listocado, c'est l'occasion de venir vous voir. On rappelle ce que c'est que Listocado ? Listocado, c'est une application qui permet de générer des listes de cadeaux pour faciliter les événements, dont la fête des mères. Parfait. Merci beaucoup pour cette participation. On vous donne rendez-vous dans quelques mois, en septembre prochain, pour la prochaine webconférence dédiée aux jeunes, toujours sur le thème des soft skills. Merci à tous. Je vous rappelle que la plateforme Useful est aussi à disposition pour toutes les informations. Je vous dis à très bientôt. Passez un bel été.